Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Que de reproches contre l'accusé de ce soir. On lui reproche d'avoir fait un parti pris dans l'affaire dite ACEP qui oppose Ousmane Dao à un comité dit transitoire. Également, il lui est reproché d'avoir utilisé de façon indue l'aide à la presse. Lui, c'est le président de la Maison de la Presse, M. Bandjougou Dante. Monsieur Dante, merci de cette deuxième comparution devant les grands jurys. Merci, mon cher ami. Avec moi pour vous interroger ce soir, Abdraman Keita, il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Bruno Djito Sekbeji, il est directeur de publication du journal Mali Horizon. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Les Grands Jurys. Monsieur le Président, Bandjougou Dante, votre observation sur la composition du jury. Je suis très heureux d'être en face des confrères. J'aurais aimé que mon grand frère Chana soit parmi nous ce soir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'aurais même souhaité qu'il soit trois. Bruno, Abdraman, Chana. Mais si cela n'est pas le cas, je pense que même si Chana n'est pas là, il est de cœur et d'esprit avec nous. Et je reste persuadé que Abdraman et Bruno seront à la hauteur. Merci Abdraman. Vos attentes? Tu as vu, non? Il a déjà des préjugés sur d'autres auteurs. Bon, c'est un confrère. Et il était là à cette place une fois. Oui. Au moins ici, il nous a aidé à interviewer notre invité. Oui. En l'occurrence, M. Moutagatal. Ouais, d'accord. Et puis, voilà, nos attentes se jugent à la lumière et à l'allure des attentes de tout le public de la presse par rapport à cette question qui alimente et qui défraie la chronique depuis quelque temps. Et nous pensons également qu'il sera à la hauteur des questions qui lui seront posées ici. Il a des préjugés favorables, je l'ai dit d'ores et déjà, puisqu'il n'est pas facile pour un confrère, vu que l'actualité est aussi agitée par ces sujets-là, de se prêter aux questions. C'est déjà un courage qui est appréciable. Mais il ne sera pas jugé sur ça seulement. Il sera jugé sur la pertinence des réponses qu'il va apporter à des questions que nous ne sommes pas les seuls à nous poser. Beaucoup de confrères se posent des mêmes questions et par ricochet, l'opinion publique, puisque la presse est chose publique. D'accord. Bruno, que vous inspire d'avoir le président de la MP comparaître devant notre auguste jury ce soir? Pour cette deuxième comparution du président de la Maison de la Presse, moi je mets les thématiques redevabilité et transparence. Nous sommes à l'ère du Malikoura et beaucoup parlent de ces mots-là, la transparence, la redevabilité. Et donc vous l'avez déjà planté le décor, l'aide à la presse, les questions de la CEP. Je crois que le président est bien placé, sans langue de bois comme on le lui connaît. J'espère qu'il sera aussi à la hauteur pour pouvoir nous édifier l'opinion. Parce que ce n'est pas seulement la presse qui va avoir au banc des accusés, des acteurs politiques, des acteurs socio-économiques, mais une personnalité de la presse aussi pour édifier l'opinion. Ce serait très très bien. Avant d'ouvrir donc les débats sur les thématiques phares de ce soir, au chapitre des généralités, Monsieur le Président, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'affaire Hack Djoliba TV. À l'époque, qu'aviez-vous fait pour éviter la suspension dont a fait l'objet cette chaîne? J'ai dit au passage que les journalistes dont l'édito a été incriminé, M. Atayer Alidou, continue à clamer que vous auriez plaidé auprès de son patron pour qu'il soit licencié. Quelle est votre part de vérité? Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez. Oui. Journaliste, je parlerai des faits. Oui. Historien de formation, j'apporterai des témoignages matériels et immatériels. Et je pourrais avoir besoin de témoins aussi
vivant qui, après moi, pourrait confirmer ou démentir les déclarations que je ferai ici. Je suis également profondément croyant, musulman pratiquant. Le mensonge est haram. Et je prie Dieu pour que les paroles qui sortiront de ma bouche, vérité soit-elle, soient exprimées en faisant le moins de mal possible, soient exprimées dans la courtoisie, sans offenser beaucoup. Cela dit. Je souhaite également que nos débats soient courtois, élégants, fraternels et confraternels. Et qu'au sortir de ce débat, les téléspectateurs qui nous suivent soient suffisamment édifiés et qu'ils comprennent que c'était nécessaire de suivre ce débat. Allez-y. Oui, mais par-delà cette digression, allez-y. On peut gagner du temps. Pour revenir à la question, cela dit. Je crois que la question que vous aviez posée, oui. Nous avons... Qu'aviez-vous fait pour éviter une suspension à cette chaîne? Qu'est-ce que cette chaîne a fait pour être suspendue? Alors, quand des situations se présentent entre l'instance de régulation, instance de régulation qui est nous-mêmes, parce que nous y avons nos représentants. Lors du premier collège de la HAC, mon organisation, l'URTEL, avait son représentant, Aloudim. Et celle qui aujourd'hui est à la HAC au nom de l'URTEL, c'est ma candidate, Ramata Dia. Et les autres candidats donnés au nom de la presse sont les candidats de la presse. Donc moi je pense que on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Oui. La HAC fonctionne avec des règles qui s'imposent à tout le monde. Quand le problème s'est posé, je me suis transporté à la HAC pour discuter d'abord avec le président, individuellement avec les membres du collège. Et je ne croyais pas qu'il y avait une situation extraordinaire parce que la HAC délivre en permanence des mises en demeure. Et une mise en demeure n'a jamais suscité autant de débats. Parce que l'affaire n'a pas été gérée entre les organisations professionnelles et la HAC, mais l'affaire a plutôt été entretenue sur Facebook, dans les groupes WhatsApp et récupérée politiquement. Alors, je ne crois pas que si la situation n'avait pas évolué à cause de la méconnaissance des textes par la chaîne et ses journalistes, je reste persuadé que sanction n'allait pas tomber. Pourquoi? Il y a eu un premier édito. La chaîne a reçu une mise en demeure. Elle n'a pas été sanctionnée et cette mise en demeure n'a pas été publiée. La chaîne a fait un second édito qui a reçu la mise en demeure. Et avant le traitement de la mise en demeure, le journaliste en question est sorti pour faire une sortie à la limite inexplicable. En tirant dans tous les sens, il s'est attaqué à l'ORTM, il s'est attaqué au président de la maison de la presse, il s'est attaqué à la HAC, que sais-je. Mais je pense qu'il est venu aggraver le problème. Quelqu'un qui connaît la HAC, quelqu'un qui connaît le fonctionnement de la HAC ne se comporterait jamais ainsi. Ils l'ont cherché, ils ont été sanctionnés. Pour l'autre point de la question, pourquoi aviez-vous demandé à ce que l'intéressé soit licencié, selon ses dires? Quelle preuve avez-vous pour dire que j'ai demandé à ce qu'il soit licencié? Quand on le recrutait, est-ce que j'étais là? Est-ce que je connais la nature du contrat à durée déterminée, indéterminée, collaborateur extérieur? Est-ce que je sais la nature de son contrat avec son patron? Non. Il y a beaucoup de chaînes de télévision au Mali, il y a beaucoup de chaînes de radio. Chaque fois qu'il y a des problèmes, moi je suis un homme de l'audiovisuel. J'échange avec les directeurs. Et le promoteur de la chaîne Djoliba est un ami personnel. J'ai l'habitude de lui donner des conseils. Et je lui ai dit clairement qu'il est un entrepreneur et de prendre les précautions pour pouvoir éviter certaines choses tout en respectant la liberté d'expression. Il ne s'agit pas de dire qu'on laisse aux journalistes la liberté de faire sur la chaîne tout ce qu'ils veulent, parce que la rédaction doit obéir à un certain encadrement. Et cet encadrement obéit à des règles. Donc, liberté illimitée et désordre. Allez-y, Abdraman. C'est clair, très sérieusement, j'ai l'impression d'avoir devant moi la HAC quand j'écoute Bandjougou parler, puisque là, je pense même qu'il
il doit être soit membre de la HAC, ou bien la HAC n'a pas besoin même d'exister. Si on a Bandjougou, on a déjà la HAC. La HAC égale à Bandjougou. Puisqu'en réalité, il ne se pose pas seulement une question de mise en demeure et autres là. Il se pose une question de fond. Si le journaliste a continué malgré les mises en demeure de la HAC, c'est peut-être parce qu'il pensait que ce qu'il faisait n'était pas de nature à lui attirer tout ce boucan-là de la part de la HAC jusqu'à une suspension. C'est ça en réalité le fond du problème. Donc vous pensez qu'en réalité, le journaliste était en faute. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est la raison pour laquelle... Il va poser la question. C'est ça. Allez-y. Vous pensez que son éditorial, dans son fond, avait transgressé ce qui était les limites? Vous, personnellement, c'est ce que vous pensez? Je n'ai pas jugé... Il va répondre aussi à votre question. Allez-y. Je n'ai pas jugé du contenu de l'éditorial. D'abord, le premier édito, je ne l'avais pas vu. Le second, dans lequel je suis même touché, je ne l'avais pas suivi. C'est des gens qui m'ont envoyé à travers WhatsApp. Sinon, je ne l'avais pas vu. Et quand je l'ai vu, en appréciant les éléments, ma première réaction d'abord a été d'appeler les responsables de la chaîne pour lui demander ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'ils avaient reçu auparavant une première mise en demeure et que cette seconde mise en demeure, il ne sait pas comment ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Je n'apprécie pas le contenu. Ah, si vous l'avez contenu, quand vous dites vous allez me laisser terminer. Si vous nous dites qu'il n'y a pas de liberté de dire tout ce qu'on veut, c'est pour nous dire que la Djoliba TV a dit tout ce qu'il veut. C'est ce que vous nous dites en réalité. C'est la question. Non, mais pour plus de clarification, pourquoi nous disons qu'il juge du fond? En réalité, il a jugé du fond. Est-ce que vous avez écouté tous les éléments? Les éléments de quoi? Premier et second édito. Non, moi je parle par rapport à ce que vous nous dites ici. Je veux savoir si quel est le problème? La position de Bandjougou, c'est qu'en réalité, Djoliba TV est en faute. C'est pourquoi Djoliba a reconnu ça. Ils ont reconnu qu'ils sont en faute? Ah, bien évidemment. Ah bon? Bien évidemment. Moi, je ne sais pas. S'il te plaît, s'il te plaît. Pas de la ça. Il termine, allez-y. S'il te plaît. Djoliba a fait une demande gracieuse. Oui. Et ensuite, dans la lettre qu'ils ont présentée à la HAC, Djoliba a reconnu avoir des écarts de langage. Effectivement, ça c'est tout simplement, on comprend ça. Ça c'est autre chose. Non, on comprend, c'est autre chose. La suspension Moi, je ne vais jamais. On sait qu'en réalité, si ça intervient après des menaces, après des suspensions déjà effectives, les gens font tout pour quitter cette situation-là. C'est possible, c'est sous cette pression. Ça, c'est votre analyse. C'est une analyse. Oui. Mais, par-delà Djoliba TV, un problème personnel que vous avez, puisque je le juge parmi les problèmes personnels, les problèmes de la taille, vous, en réalité, c'est une question de liberté de la presse qui se pose et des positions de la maison de la presse par rapport à ce qui est considéré par beaucoup de confrères comme des atteintes à la liberté de la presse. Avant Djoliba TV, il y a eu les cas de la suspension de RFI et de France 24 qui a eu des répercussions sur la presse malienne qui n'avait pas le droit de reproduire n'importe quel autre programme de ces deux médias-là. Oui. Par rapport des situations par rapport qu'on a entendu, certainement les confrères avaient entendu beaucoup mieux. Est-ce que vous pensez qu'en réalité, par rapport que vous êtes quitte dans votre conscience vis-à-vis des confrères, par rapport à la défense de la liberté de la presse et de tout ce qui fait notre raison d'être? D'accord, allez-y. Pendant les 25 dernières années de ma vie, je me suis battu pour des libertés. Et ce qui est arrivé à RFI et à France 24, les positions que nous avons prises ici, c'est à refaire. Nous ferons exactement la même chose. Nous ferons exactement la même chose pour la bonne et simple raison que nous ne serons jamais décomplexés. RFI et France 24... Il y a Jeune Afrique aussi. J'arrive. RFI et France 24 sont des chaînes qui se caractérisent par un traitement orienté de l'information. Ils font un traitement de l'information qui leur est profitable. Et ils pensent que nous devons réfléchir comme eux parce qu'ils nous sous-estiment. Parce que nous avons majoritairement le complexe d'infériorité. Je peux donner quelques exemples. Allez-y. Pour ce qui concerne RFI. Allez-y. Quand RFI choisit son angle de traitement, ils préfèrent aller chercher des témoignages qui ne sont même pas les vrais acteurs parce qu'ils veulent que tu dises ce qu'ils veulent qu'ils entendent. Un. Deuxièmement,
quand il a été question de l'affaire du journaliste de Jeune Afrique, qui a été expulsé et qui était venu au Mali sans papier, nous avons condamné l'expulsion du journaliste et nous avons dit que l'État n'a pas besoin de salir son image à travers l'expulsion de ces journalistes, parce qu'il y avait la possibilité seulement de régulariser sa situation et de le laisser faire son travail. Dans le traitement de cette information que RFI a diffusée en boucle, ils ont la maison de la presse en disant que nous avons demandé à l'État de ne pas continuer à salir l'image du pays. Or, le communiqué comprenait deux aspects. Un aspect qui invitait l'État à ne pas se laisser divertir pour salir l'image du pays. Et de l'autre côté, on leur demandait de se conformer à nos lois. Mais comme ils ne peuvent pas exprimer aux opinions françaises qu'ils se comportent chez nous comme s'ils étaient en terrain conquis, qui imaginerait un Abdraman dans les rues de Paris pour un reportage sans accréditation? Cela est impossible. Ils ont carrément occulté la seconde partie interpellative les concernant et valorisé la partie qui en réalité n'était pas favorable à notre gouvernement. Nous avons été impartials et de ce traitement orienté, raciste de l'information, nous avons compris que ces gens n'étaient pas sérieux. Jeune Afrique. Raciste pourquoi? Parce qu'il y a quand même des Noirs. S'il vous plaît, on va terminer. Allez-y. Le racisme ne se résume pas uniquement par la couleur de la peau. D'accord. J'arrive. Oui. On se connaît. Oui. Donc, pour ce qui concerne le cas de Jeune Afrique, comment vous pouvez comprendre qu'un média qui est sur le continent africain depuis de longues années se permet de venir choisir des bons et des mauvais parmi les Maliens en matière de défense des libertés? Celui qui partage une vision du gouvernement est dangereux. Celui qui est contre le gouvernement, il est bon, sa promotion est assurée. Et en même temps, ils vont jusque dans les groupes WhatsApp pour prendre les conversations des gens, décliner ça en communiqué. D'accord. C'est méchant. Allez, s'il vous plaît. C'est méchant. Non, juste un seul mot, s'il vous plaît. On va vous retourner la parole. Toujours les généralités. Allez-y, oui, généralité. Monsieur Bandougou Dante, président de la Maison de la Presse. À vous entendre, moi je vous pose la question de façon concise. Est-ce que vous êtes un pourfendeur de la liberté de la presse ou bien vous en êtes un défenseur? Je défends la liberté de la presse. Je défends la liberté d'expression. Je n'accepterai jamais l'assujettissement et je n'accepterai jamais qu'on remette en cause ce principe. Mais nous avons des valeurs qu'il faut défendre et il faut savoir raison garder. Il faut également être mesuré. Rien de grand ne se construit dans la démesure. Vous avez l'impression que la presse nationale, les acteurs de la presse nationale Je sont dans la démesure? Je ne te l'ai pas dit. Mais en tout cas, ce qui s'est passé avec RFI et France 24 dépasse la démesure. Et bon, mais vous concentrez sur Bruno termine. Je rebondis sur Djouba. On a comme l'impression que vous livrez. Nous n'avons jamais livré. Nous n'avons jamais livré. Vous utilisez l'expression « je suis contre la liberté de presse illimitée ». Ah bien sûr, ça je l'assume. Hein. Les éditos, concevoir les éditos, vous avez bien dit, les faits sont sacrés, le commentaire est libre. L'éditorial est par nature des commentaires. Je n'apprécie pas ça. Ce que j'ai dit, ce que j'ai à dire par rapport à ça, il faut tenir compte de nos valeurs culturelles dans les expressions. Cela est extrêmement important. Au nom Au nom d'un complexe d'infériorité visant à faire plaisir à des opinions extérieures ou à faire plaisir à des organisations internationales à crédibilité douteuse, je reste malien, africain. Ouais. Donc, oui, effectivement. C'est-à-dire, sauf qu'on ne vous a jamais entendu parler d'atteinte illimitée à la liberté de la presse. Puisque revenons à RFI, moi, ce n'est pas parce que je défends RFI, mais je défends la façon de s'y prendre. Je suis contre la façon de s'y prendre, peut-être. Et beaucoup de confrères sont contre la façon de s'y prendre. Parce que c'est quoi? Le gouvernement est sorti avec une décision pour dire non, il est interdit, désormais il est interdit à tous les médias maliens de reproduire le contenu. Sur la base de quelle loi? Nous avons dit au gouvernement qu'il n'était pas dans son rôle et qu'il n'avait pas à se salir la main, de laisser l'instance de régulation faire son travail. Ça, nous l'avons dit. L'attitude du gouvernement, nous l'avons dénoncée. Alors, mais pour autant, on ne vous a jamais entendu parler de atteinte à la liberté, puisque ça, quand même, c'est une dérive gouvernementale, puisqu'on laisse un gouvernement faire ça, ça veut dire qu'ils sont prêts à porter atteinte aux libertés sans se référer à aucune disposition légale existante dans notre
législation. Abdraman, le gouvernement qui a pris la mesure a avancé ses arguments en rapport avec la sécurité. Et ça, c'est une question de souveraineté. Okay. Et là également, c'est une question des raisons d'État. Ah oui, d'accord. C'est compris. Monsieur le Président, dans l'affaire dite bureau d'Ousmane Dao et comité transitoire au niveau de la CEF, Monsieur le Président, nous notons déjà que le comité de pilotage de l'AMP a déjà pris fait aux causes pour les frondeurs. L'AMP est une association au même titre que la CEP. Est-ce que s'il vous plaît... S'il vous plaît, l'AMP a quel droit pour juger un conflit domestique au niveau de la CEP, Monsieur le Président? Nous n'avons pas jugé. D'abord, par respect pour vous, je me prononce sur la question ACEP. Oui. Je ne suis pas membre de l'ACEP, je suis le président de la Maison de la Presse. Et la Maison de la Presse a fait un communiqué. Ouais. J'arrive. Sur la situation. Sur la situation. J'arrive. Allez-y. Je suis le président de la Maison de la Presse du Mali qui a en son sein 10 organisations professionnelles, dont l'ACEP. Nous avons été saisis avec des documents. Oui. Par des membres de l'ACEP qui nous ont adressé une correspondance et la correspondance est accompagnée de documents signés par un huissier assermenté. Nous avons suivi la convocation... Vous qui, le comité de pilotage? Bien sûr. Ouais, c'est ça. Nous avons suivi la convocation de l'Assemblée générale 15 jours auparavant, le communiqué a circulé. Nous avons eu accès au procès verbal de l'Assemblée authentifié par un huissier. Nous avons eu la liste de présence de l'Assemblée authentifiée par un huissier. Nous avons vu l'ordre du jour. On a vu l'ordre du jour amendé. Nous avons suivi le procès verbal de cette Assemblée. Et nous avons envoyé quelqu'un, le permanent de la Maison de la Presse, écouter les différentes parties. Nous avons suivi les deux communiqués en moins de 24 heures du président de l'ACEP. Et sur la base, nous avons eu deux constats d'huissiers différents. Et sur la base des différents éléments, le comité de pilotage, oui, comprenant des organisations différentes, nous sommes 7 et nous ne sommes pas des mêmes organisations. Ce comité de pilotage s'est réuni, a pris acte et a décidé de reconnaître le comité transitoire comme étant le seul représentant légitime de l'association des éditeurs de presse. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons adressé une correspondance à la présidente de la République, à la primature, au CNT, à la haute autorité de la communication, et nous estimons que l'ensemble des organisations professionnelles sont informées que notre interlocuteur est le seul représentant légitime de l'ACEP demeure le comité de transition. Bruno, allez-y. Oui, par cette sortie, ce communiqué-là, invitant le président ou bien le bureau sortant à un certain nombre de comportements, de vos détracteurs ou bien certains estiment que vous avez pris parti pour le comité transitoire. Que répondez-vous? Je ne réponds pas à ça. Je dirais seulement que sur la base des documents vérifiables par tout le monde qui existent, nous avons pris une décision. Pas sur la couleur des yeux de quelqu'un ou la tête de quelqu'un. On a apprécié avec des documents que tout le monde peut consulter. L'autre alternative, c'est que la Maison de la Presse étant l'organisation mère de ces fêtières-là, pouvait être au-dessus de la mêlée. Nous ne sommes pas mêlés. Oui, quand vous prenez une position... Mais non, on a pris acte. Et on a apprécié les éléments, c'est tout. Vous dites que votre interlocuteur, c'est mais c'est notre interlocuteur. C'est les éléments qui nous donnent le droit de décider. Aujourd'hui, la question peut connaître un pendant judiciaire. Oui. Si la justice venait à trancher du côté de l'autre camp, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons nous conformer à la décision de justice. Bon, pourquoi vous ne pas attendre que tous les contentieux possibles soient vidés pour vous prononcer sur une telle situation, alors même qu'en votre sein, en tant que comité de pilotage, il y a des partisans, des signataires de la pétition qui a fait descendre l'autre camp. Ça, votre décision aurait été beaucoup plus... Votre décision aurait... Je ne crois pas. C'est là que vient la prise de parti. Comment est-ce que, dans une situation où
la partie adverse a son représentant en votre sein, vous vous réunissez au sein d'un comité de pilotage pour décider du sort de l'autre camp. Nous n'avons décidé du sort. Nous n'avons décidé. Vous lui avez dit de se soumettre à l'Assemblée. Si l'ACEP n'a plus l'ACEP actuelle dirigée par le bureau sortant. Pas le bureau sortant, mais le bureau supposément déposé. Le bureau supposément déposé, parce que moi je n'ai pas de cas, hein, mais je vois le bureau supposément déposé pour l'instant, en attendant de voir quelles sont les répercussions judiciaires ou bien les pendants judiciaires de cette histoire. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez réellement pris parti en jugeant que l'autre est votre seul interlocuteur et l'autre n'existe plus? Sur la base des documents reçus, nous nous sommes assumés. Ces documents peuvent être consultés par tout le monde. C'est là que vous vous substituez à la justice? Pas du tout. Ah, si. Pas du tout. Monsieur le Président, certains disent que vous faites partie, ou bien vous avez été même le cerveau de la pétition. Il en a tiré les ficelles. La pétition qui était en cours avant l'Assemblée générale d'information. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bruno. C'est ce que les gens disent. C'est l'occasion de... Vous avez la preuve? Je dis, c'est ce qui est rapporté par les réseaux sociaux. Je suis le président de la Maison de la Presse. Je n'ai pas vocation à organiser une pétition contre le président d'une organisation membre. Vous avez soutenu au moins la pétition. Mais je vais soutenir comment? Je ne suis ni électeur ni éligible. Comment je vais soutenir? On n'avait rien fait pour... Monsieur le Président, dans les cas d'espèce, si ce n'était pas mieux pour vous de jouer un rôle de médiateur que de vous aligner derrière une partie... Nous ne sommes pas alignés. Je ne sais pas si nous parlons la même langue française. Allez-y. J'ai dit que nous avons eu un tas de documents de part et d'autre. Sur la base de ces documents, le comité de pilotage à l'unanimité a décidé de prendre acte de la situation créée. Il n'a pas seulement pris acte, il a reconnu mais je n'ai pas terminé, Abdraman. Allez-y. Après avoir pris acte, on décide. On a décidé. Donc dites que vous avez décidé et non pas pris acte. Vous avez décidé on a pris... que pour vous, l'ACEP dirigé par un tel n'existe plus et c'est un comité transitoire dirigé par un autre qui existe. Voilà. De toute façon, j'ai dit que sur la base des documents reçus, des informations reçues, du recoupement de ces différentes informations, quelles sont les répercussions? Le fait que l'autre camp ne soit la ça, ce n'est pas mon problème. C'est pas bon? Non. Monsieur le Président, est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui à quelques encablures? On va parler le comité transitoire a sorti un communiqué demandant au bureau de remettre ça, les clés, c'est une etc. affaire. S'il vous plaît. L'image de la presse. Oui, il termine. S'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Nous avons décidé, après avoir pris acte, de reconnaître le représentant légitime de l'ACEP qui, à notre entendement, doit jouir de la plénitude de ses prérogatives. Ça veut dire qu'il y a quelques encablures de renouvellement. Je pense que bientôt ce sera le renouvellement du comité de pilotage, puisque vous n'en avez que pour 3 ans, à ce que je sache. C'est que ça veut dire que le renouvellement, c'est la tendance que vous avez reconnue, l'ACEP sera représentée par la tendance que vous avez reconnue. Le comité transitoire. Je ne suis pas dans une logique de positionnement. Je suis en train d'exécuter. Non, on vous dit les répercussions, les conséquences de votre décision. Moi, je ne suis pas dans les élections. Je suis dans la mise en œuvre. S'il vous plaît, Abdraman, tu me laisses parler quand même. Abdraman, vous avez posé une question. Justement, j'ai dit que je ne suis pas dans les positionnements. Je suis en train d'exécuter mon programme de refondation. Nous allons évoluer dans l'émission. Nous allons évoluer. S'il vous plaît. Attention. Oui. Ma refondation est antérieure à la refondation du gouvernement. Le 23 janvier 2021, j'ai placé mon mandat sous le signe de la refondation. Le gouvernement de la refondation, c'est en juin. Mais le mot refondation vient quand même du M5 RFP. Non, le mot refondation vient avant la création de M5. Oui. S'il vous plaît. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Président de Urtel, à la veille des élections de 2018 déjà, Modibo Sidibé parlait de refondation. Avant Zoumana Sako également. C'est là-bas, c'est lui. Abdraman, nous allons véritablement gagner en temps. Monsieur le Président, la répartition, s'il vous plaît, la répartition
de l'aide à la presse aujourd'hui provoque de vifs débats entre les acteurs de la presse. Certains journalistes vous reprochent, vous le savez certainement, de détourner la destination de cette aide au profit du seul fonctionnement de la maison de la presse. Selon vous, entre le comité de pilotage de la maison de la presse et les organes de presse, à qui profite l'aide à la presse? Je vous remercie beaucoup, mon cher frère, pour cette opportunité que vous m'offrez. Je crois que la question de l'aide à la presse a été largement débattue. Oui. Mais là où il y a mon incompréhension, pourquoi ces dernières 48-72 heures, le sujet vient au devant de la scène? Quand l'affaire des 600 millions a éclaté en juin, j'ai fait une conférence. Et n'oubliez pas que tous les chiffres qui sont avancés par-ci, par-là, sont des chiffres qui sont venus de moi. Et c'est moi qui ai avancé ces chiffres. Et tous les documents sortis que j'ai signés, s'il y a ma signature, ça veut dire que je me reconnais dans ces documents et que je les assume pleinement. Je me rappelle, le 16 décembre 2021, nous avons une rencontre à la primature. Mais avant cette rencontre, j'avais déjà eu des échanges avec le gouvernement Bandaou et Mokhtar Wane. Nous leur avons expliqué la situation en leur disant que la question de l'aide à la presse est devenue compliquée à partir de janvier 2020. Pourquoi? Parce que en 2018, le montant qui a été donné n'a pas été partagé. Ces chiffres sont partout, vous les avez, c'est sur les réseaux sociaux. En 2019, le montant qui a été donné également n'était pas partagé. Le cumul du montant de 2018 et de 2019 donnait 161 millions. Le président de la maison de la presse d'alors, mon frère Dra, a approché le premier ministre Boubou Cissé pour lui dire que le montant était insuffisant parce que depuis 2018, le montant total n'était plus donné par la présidence et le montant a été partagé entre la présidence et le ministère de la Communication. Or, avec le ministère de la Communication, c'est les ouvertures de crédit. Maintenant, pourquoi les 200 millions qui venaient de Koulouba pour la maison de la presse ont été divisés par deux, 90 millions au ministère de la Communication, 90 millions à Koulouba, que Koulouba n'a pas payé depuis 2018. Je pense qu'il y a des confrères qui sont mieux placés pour donner des explications par rapport à ce partage-là. Il s'agit de Tchegoum, il s'agit également de Sambi Touré. C'est à eux de nous donner des explications par rapport à ça. Les 90 millions qui sont logés au niveau du ministère de la Communication, ce sont ces 90 millions qui ont continué à être payés partiellement, totalement, une seule fois en 2019. Alors, quand Dra a approché Boubou, qui a ajouté 200 millions au montant, ce qui a fait 361 millions en janvier 2020, on a décidé de faire siéger la commission sur convocation du ministère de la Communication. 61 millions ont été donnés à la maison de la presse pour son fonctionnement de 2018 et 2019. Nous sommes en janvier 2020. Les 300 millions restants, 150 millions sont donnés aux radios à travers l'URTEL, 150 millions aux journaux à travers la CEP. En tout cas, pour ce qui concerne l'URTEL, 304 radios ont bénéficié et chacune des radios a bénéficié d'un chèque dont on peut montrer copie. Oui. Maintenant, en 2020, le montant qui a été payé n'a pas été partagé. Moi, je suis arrivé en janvier 2021. On peut connaître ce montant déjà de 2020? Tout est là. Tout est là. Pour nos téléspectateurs. Et puis, le problème, c'est que les montants sont payés par émiettement. Oui. 2020, par exemple, c'était 55 millions, oui. 23 millions et quelques, 21 millions et quelques, qui donnaient 55 millions. Alors, quand je suis arrivé, j'ai appelé Wane. Je lui ai expliqué toute la situation et le fait que le décret là est un peu biaisé. En attendant l'adoption du nouveau décret qui va indexer l'aide au budget de l'État et qu'on sort de la volonté du prince du jour, Mokhtar Wane nous a promis un appui exceptionnel de la transition à la presse. J'ai rencontré également Assimi, qui à l'époque était vice-président. J'ai été le rencontrer, je lui ai expliqué. Il a dit qu'il fera ce qu'il pourra pour convaincre le gouvernement à accorder cet appui exceptionnel à la presse. Alors même que ça ne relevait pas. Il termine son exposé, vous aurez la parole. Vous me laissez terminer. Je crois que le sujet il est tellement important que les gens ont besoin d'explications. Alors, entre-temps, il y a eu les événements du 24 mai. Choguel est arrivé, je l'ai accueilli en grande pompe à la maison de la presse. Oui. Et les promesses qui avaient été faites par Mokhtar Wane
je lui ai expliqué les mêmes choses en lui disant en bambara que Nissa Nyamina Diatete Kalola. Habituellement, si l'année est mélangée, on ne connaît plus les décomptes des mois. Donc, vraiment, cette histoire d'aide à la presse est devenue purement et simplement une question de volonté politique. Et je lui ai dit que la commission a siégé pour la dernière fois grâce à la générosité de votre prédécesseur. Essayez de faire quelque chose. En son temps, la primature m'a proposé 30 millions. Moi, j'ai dit non. Le montant qui est chez nous est déjà insuffisant. 30 millions, ça représente quoi? 2 conseillers de la primature qui sont proches du monde de la presse sont là, peut-être, ils sont en train de nous écouter. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu un président qui refuse 30 millions. J'ai dit non. La primature ne donne pas l'argent. Vous pouvez les nommer pour qu'ils puissent... S'il vous plaît, il termine avec son observation. Vous aurez le temps. Non, il termine, allez-y. Allez-y. La primature ne donne pas l'argent directement à la maison de la presse. Si la primature fait un appui à la maison de la presse, la primature met l'argent à la disposition du ministère de la Communication qui, à son tour, envoie l'argent à la maison de la presse. Nous n'avons pas pu avoir cette générosité du gouvernement de refondation. On a tout fait. Et, entre-temps, le 16 décembre 2021, nous avons eu une rencontre à la primature présidée par le directeur de cabinet. 4 mois après cette rencontre, plus précisément le 14 avril 2022, nous avons reçu une lettre confidentielle du ministère de la Communication qui dit que nous devons faire le rapport de l'aide à la presse de 2018 à 2021 et que l'analyse des rapports de 2018, 2019, 2020 et 2021 permettrait au gouvernement de réexaminer la mobilisation des fonds alloués à l'aide à la presse. D'accord. Sur ce point précis, le jury va réagir. D'abord, on va continuer. Allez-y. Je peux terminer? Oui, mais laissez-le terminer. Allez-y. Allez-y. Donc, je vous donne copie de cette correspondance, comment dirais-je, confidentielle, qui nous a été donnée, nous demandant de faire les rapports. Les conséquences, c'est le rapport là qu'on a vu circuler ces derniers temps. Abdraman, s'il vous plaît, termine. Allez-y. Oui, mais non, puisqu'on ne peut pas utiliser tout le temps dans l'historicité. S'il vous plaît. Allez-y, terminez le temps pour les questions. Il n'y aura plus le temps pour les questions. Terminez, allez-y. Vous pouvez résumer. Cette lettre confidentielle, qui date du 14 avril 2022, le 20 avril, voilà la réponse que nous avons apportée au gouvernement en faisant ampliateur la primature et en envoyant copie silencieuse à la HAC et à d'autres structures que je ne vais pas citer ici. Alors, voici la réponse que nous avons donnée au gouvernement en envoyant un rapport il est clair qu'on parle, le temps ne nous permet pas de allez-y, d'accord. Et maintenant, on a vu un rapport par rapport à cette histoire-là circuler, où dans les détails, vous dites comment l'argent avait été utilisé. Est-ce que ce rapport-là est authentique? Si nous avons des explications à donner à quelqu'un, c'est pourquoi tu dois lire la lettre qu'on a envoyée. Non, mais non, on vous demande si ce rapport qui a circulé, y compris moi, dans les groupes, envoyé, tous nous sommes membres. Non, c'est une question, il faut que vous compreniez. J'ai envoyé un rapport de 17 pages que j'ai signé. Qui a fuité. S'il vous plaît, ça n'a pas fuité. Si. S'il vous plaît. Ce qu'on a vu, donc, n'est pas authentique. Le rapport date du 20 avril 2022. Oui. Alors, j'ai remis copie du rapport au ministre de la Communication, au Premier ministre, à la HAC, aux représentants de l'URTEL, aux représentants de l'ACEP. Et après le renouvellement à la tête de l'ACEP, j'ai appelé le nouveau président de l'ACEP pour nous mettre au même niveau d'information et de manière transparente, je lui ai remis une copie du rapport. Bon voilà, on a vu ce rapport-là, on l'a vu sur les réseaux sociaux et on va continuer à vous poser des questions par rapport à ce que nous avons vu, le contenu de ce rapport. Tout à fait. Et ça a tout l'air de venir de la maison de la presse, puisque les détails que nous voyons là-dedans, les signature. Dépenses, ainsi de suite et autres là. Et j'ai des présomptions de cafouillage sur ce rapport. C'est un rapport d'abord qui ne concerne pas. Bruno, vous aurez la parole. Ça ne concerne pas forcément votre gestion, puisque vous avez dit de 2018 à 2021, mais c'est vous qui avez élaboré le rapport. J'ai des présomptions de cafouillage sur ce rapport. Et c'est quoi ces présomptions de cafouillage? C'est que je vis par exemple là, par rapport à 2018. Le rapport était intitulé Utilisation de l'aide à la presse. Utilisation et affectation. Affectation de l'aide à la presse. Et vous avez pris annuellement. Et dans le même rapport, vous dites que la maison de la presse bénéficie annuellement de 15 millions de la CEP, prélevés sur l'aide à la presse, et de 15 millions de l'URTEL, prélevés sur l'aide à la presse.
Or, si on prend par exemple 2018 et ce que vous avez donné comme détail, l'argent qui a été dépensé selon vous, selon votre rapport, dépasse de loin ces 30 millions-là. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez? Est-ce que ce rapport-là est réellement un rapport crédible? S'il y a des anomalies comme ça dans ce rapport, expliquez-nous pourquoi il y a ce décalage entre ce qu'on reçoit et ce qu'on dépense. Je vous ai dit qu'en janvier 2020, sur la base des 361 millions, 61 millions ont été donnés à la Maison de la Presse pour son exercice 2018-2019. Nous sommes en janvier 2020. Il y a l'argent liquide, il y a les écritures. Deuxièmement, ce que je voudrais vous dire, nous n'avons pas d'explication à donner. Oui, mais néanmoins, il va répondre. Okay, d'accord, allez-y. Nous n'avons pas d'explication à donner par rapport au contenu d'un rapport dit confidentiel. Si nous devons nous justifier, comme nous l'avons dit, ça va être devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes. Oui, mais vous ne vous êtes pas démarqué de ce rapport qui a fuité, que vous avez vous-même vu sur les réseaux partout. Vous n'êtes pas intervenu pour dire ce rapport-là, nous ne le reconnaissons pas, ce n'est pas authentique. Je ne le dirai pas qui l'a publié. Mais néanmoins, mais pourquoi vous ne voulez pas... Je vous ai dit que... Vous aurez la parole. Monsieur le Président, notre invité nous a promis qu'il n'y a pas de question taboue, qu'il va dire tout ce qu'on va lui poser comme question. Et nous sommes à l'ère de la transparence. Et nous sommes encore à l'ère de la transparence. Sauf qu'il ne vous interdit pas de poser la question. Voilà, et la question lui a été posée tout de suite. Il ne parvient pas à nous expliquer le décalage qu'il y a entre l'argent perçu des deux associations qui financent, sur lesquelles le montant annuel perçu de l'aide à la presse, puisque c'est intitulé affectation de l'aide à la presse. Vous ne dites pas le décalage qu'il y a entre ce montant qu'ils perçoivent de ces deux associations et le montant utilisé. Mais s'il vous plaît. Comment vraiment? Et pourtant, le rapport vient de vous. Abdraman, il n'a été dit nulle part que les montants qui sont mis à la disposition équivaut carrément au fonctionnement de la Maison de la Presse. Vous avez dit affectation. Vous avez dit affectation de l'aide à la presse. Donc ça doit se limiter votre rapport à ce qu'ils ont perçu de l'aide à la presse. C'est pourquoi je dis que c'est des présomptions de cafouillage. Allez-y, vous venez de dire que les autorités vous ont saisi par lettre confidentielle demandant un rapport d'utilisation de l'aide à la presse. Et votre rapport, vous l'avez signé, vous le reconnaissez, vous l'avez intitulé rapport d'utilisation et d'affectation. D'abord ma question, de quel droit vous, comité de pilotage, pouvez affecter et utiliser l'aide à la presse, des fonds destinés à l'aide à la presse? Non, ce n'est pas la même chose. Non, attendez, c'est sa question à lui. Vous l'avez utilisé et on voit, moi j'ai pu voir, on voit des dépenses de thé de 1 200 000 par an, on voit des factures EDM de 4 millions par an, on voit les dépenses de personnel pour l'aide à la presse, l'utilisation. Expliquez-vous par rapport à ce rapport. Ce que je voudrais vous dire, mon cher ami, je vous ai dit qu'en janvier 2020, quand il y a eu le partage, le montant qui a été mis à la disposition de la Maison de la Presse, c'est 61 millions. Les dépenses ont été effectuées, exécutées, et vous ne devez pas penser que l'argent vient ensemble. L'argent n'est pas au complet. L'argent est décalé. Par exemple, l'argent de 2018 et 2019, plus les 200 millions donnés en 2020, c'est ce qui ont été partagés. Et même pour l'aide 2021, les montants qui sont payés sont souvent des montants arrivés en janvier 2022. Ce n'est pas un montant brut qui est là sur lequel des dépenses sont effectuées. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a l'argent cash, il y a les écritures. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, maintenant, Abdraman, l'explication que nous avons à donner à ce que vous appelez rapport là, s'il vous plaît, nous avons adressé une correspondance au ministère pour leur dire que nous sommes prêts à donner des explications et c'est devant les autorités administratives et judiciaires compétentes que nous pouvons l'expliquer. Et je crois que pour les organes, ils n'ont pas la Maison de la Presse comme interlocuteur. Ils ont la commission du ministère là qui détermine les montants et la périodicité. Oui. Vous voyez? Bon, par-delà ce rapport, puisqu'on ne va jamais se comprendre, puisqu'en réalité,
mes présomptions de cafouillage ne sont pas... Mais tu n'as jamais vu quelqu'un dire qu'on devait être écouté par les autorités administratives ou judiciaires? N'ont pas été élevées de toutes les façons. Allez-y. Mes présomptions de cafouillage n'ont pas été élevées. Mais ça, c'est votre droit. Ouais, non, c'est clair. Allez-y, Abdraman. Je pense que je ne suis pas le seul. Par-delà ce rapport, c'est par-delà ce rapport, depuis que vous êtes là, hormis l'utilisation de ce montant-là que vous avez dit, 53 millions, ensuite 200 millions et autres là, la maison de la presse quand même a perçu périodiquement également de l'argent de 2020 aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir le montant qui de qui? Au titre de l'allocation de salle. Non, au titre de l'aide à la presse. Quel est le montant que vous avez perçu depuis que vous êtes là, au titre de l'homme? Quels sont les montants qui sont venus dans le compte, pour le compte Abdraman, ça montre que vous ne suivez pas. Il n'y a pas eu un seul virement dans les comptes de la maison de la presse que nous n'avons pas annoncé. On nous parle de 215 millions depuis que vous êtes là, qui ont été virés dans les... Je vous en prie. Les 215 millions dont les gens parlent, ils parlent de 2020. Oui. 2021 oui. Et 2022. Et alors, vous êtes là 2020, 2021 et 2022, c'est vous, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous dites que moi, je suis arrivé en janvier 2021. Oui. Vous comprenez? Et aujourd'hui, ça fait 2 ans. Absolument, s'il vous plaît, il va répondre à la question. Ok, d'accord, allez-y. Moi, j'ai honte de parler de cette histoire. Bah, allez-y. Pour la bonne et simple raison qu'il y a tellement tant d'efforts, tant de problèmes. Quand on prend même 200 millions sur 3 ans, 2020, 2021 et 2022, ça fait peut-être 70 millions par an. 70 millions par an. Oui, effectivement. Pour 450 radios, 200 journaux, et je pense que les journaux sérieux ont un chiffre d'affaires de plus de 60 millions par an. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas 60 millions ne sont pas sérieux. Ça. Non, je l'ai pas. La périodicité aussi compte. Maintenant, aujourd'hui, moi j'aurais aimé que les gens se battent pour demander au gouvernement pourquoi tu nous donnes 23 millions. C'est ça le sens du Non, c'est pas ça. Donc il le reconnaît. Il le reconnaît par ailleurs. Il le reconnaît. Abdraman. Vous reconnaissez que les 275 millions dont on parle, 215 millions dont on parle sont réels. De 2020. Mais ce sont des chiffres que moi j'ai avancés. Bon, d'accord. Donc on va vous dire effectivement, c'est sur ça qu'on peut poser les questions. Allez-y. Mais vous attendez. Et ces 205 millions sont parvenus à vous pour le compte de l'aide à la presse, oui ou non? C'est de 2020 à maintenant, c'est des montants que l'État a mis dans le compte de la maison de la presse au titre de l'aide à la presse. N'est-ce pas? Et combien il reste aujourd'hui partageable entre Rien n'est partageable. Rien n'est partageable. Pour la bonne je vous dis pourquoi je vous ai posé cette question. Oui. Attendez-moi. Terminez, S'il n'y a rien à poser, ça veut dire qu'il y a de 2020 à aujourd'hui, 215 millions ont été engloutis. Et vous recevez annuellement 30 millions seulement de l'aide à la presse. Soit 15 millions de l'URTEL et 15 millions de la CEP. Sur les 3 ans, la maison de la presse n'a droit qu'à 90 millions. Comment est-ce possible que la maison de la presse puisse dépenser 215 millions et il n'y a rien de partageable? Qui vous a dit qu'il y a 0 francs? Ah, vous avez dit qu'il n'y a rien de partageable. Mais Abdraman, s'il n'y a rien de partageable, c'est qu'il n'y a rien. Calme-toi. Mais qu'est-ce que Abdraman, il va répondre à la question. Allez-y alors. Calme-toi. Abdraman, allez avec précision. Si vous reconnaissez que sur ce montant, la maison de la presse a 90 millions. Voilà, ça c'est... Maintenant, c'est que moi je voudrais... Normalement. S'il te plaît. Abdraman, il va aussi répondre à la question. Normalement, oui. S'il te plaît. Mais demandez à l'État de déterminer la périodicité. L'aide qui va être partagée de quelle période à quelle période et sur quel montant. Le jour où on va demander à la maison de la presse, amener le montant, voilà la clé de répartition. Monsieur le Président, il nous a dit qu'il contrairement à ce qu'il a dit, on va passer la parole à Bruno. Il ne vient pas nous dire combien il reste. Bruno, allez-y. Combien il reste? Allez-y, s'il vous plaît. Président, pour couper court à tous ces chiffres. S'il vous plaît. Moi, je menti. S'il vous plaît. Abdraman, pour qu'on se comprenne, comprenez que, en réalité, il n'y a aucun problème, seulement les gens s'agitent. Quand nous sommes arrivés et qu'on a trouvé qu'il y a un compte unique à la maison de la presse, j'ai écrit à la primature et au ministère de la Communication pour leur dire que nous allons créer un compte spécialement dédié à l'aide à la presse et aux sous des partenaires qui ont des procédures. Et que dorénavant, les fonds de l'aide à la presse ne seront pas logés dans le compte de la maison de la presse au même titre que d'autres fonds. Mais cela ça arrive.
J'arrive. Sinon, nous gérons le temps aussi. On ne Terminez, finirait pas. oui. Donc, Président. Maintenant, ce compte créé, Oui. le montant payé en 2022 a été viré dans ce compte. Et maintenant, les montants que nous avons annoncés au gouvernement comme reliquat en avril 2022, ce montant plus effectivement l'autre montant, voilà ce que nous nous reconnaissons. Et ça, c'est Ok, avec le mais gouvernement. Bruno, pour votre dernière question. Donc, vous dites que... Abdraman, s'il vous plaît, Bruno Président, va poser sa c'est question. tout. Allez-y. Hein? Et il y a un haut degré de soupçon. Mais le soupçon, les gens parlent de soupçon. Permettez, je vous ai laissé parler, Hein? Président. Hein? Par rapport au montant reçu en 2018, Président, confirmez-nous, la main sur le cœur. Vous avez parlé lors de votre 2018? Assemblée générale, oui, que vous avez reçu, la maison de la presse, je veux dire, a reçu seulement 71 millions. 71 millions 250 000. Alors que dans le rapport... C'est quelle année déjà? 2018. Pour l'aide à la presse de 2018, il est fait état de 171 millions 250 000. Donc, vous avez, dans votre estimation, dans le rapport, on a senti la disparition, comme par miracle, de 100 millions. Vous pouvez vous calmer. Oui, je me suis calmé. Président, 2018, il y a tellement d'inap... s'il vous plaît. Oui, allez-y. Si vous lisez calmement, vous comprendrez. Je Allez-y. lis calmement. 2018, montant mis à la disposition 71 millions, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que vous avez dit. Et le montant des données en 2019, ça fait combien? Pour 2019, ça fait 90 millions. Il faut ajouter les 71 millions de 2018 aux 90 millions de 2019 payés 2 fois 45 millions, c'est ça, non? Ça fait 161 millions. C'est vous qui l'avez dit. Oui, justement. Oui. Donc, en réalité, l'argent de 2018 et l'argent de 2019 ont fait 161 millions. Et regardez dans le tableau, ce sont ces 161 millions qui ont été ajoutés aux 200 millions de Boubou. Ce qui fait 361 millions. Bon. La commission qui a siégé, là où on ne se comprend pas, Oui. la commission qui a siégé en janvier 2019 a partagé pour 2018 et 2019. Quid du fonds Covid donné par la primature à la presse? Le fonds Covid. Tu fais une affirmation très grave. Tu dis fonds Covid donné par la primature à la presse. Avez-vous une preuve? Oui, c'est ce qui est dit au sein de J'ai l'opinion. appris cette information au même Vous n'avez pas eu vent D'accord. du fonds Covid. Avez-vous jamais vu une structure que l'État a appuyée avec un chèque géant dans le cadre du fonds Covid qui n'a pas été publié à la télé? Aucun fonds Covid n'a été affecté à la maison de la presse. Nous C'est la l'avons dit, question. nous l'avons dit et nous le répétons. D'accord. La maison de la presse n'a pas reçu un franc Je termine. d'appui Une comme fonds seconde. que celui qui a la preuve n'a qu'à donner. Le Premier ministre qui a donné n'a qu'à le dire. Oui, président. Quelle est la preuve? Je termine, puisqu'on me... Non, s'il te plaît, tu dis la primature a donné. Tu as la preuve. Oui, c'est ce qui nous... On peut porter plainte contre vous, hein. C'est ce qui nous est rapporté. Non. Et tu es un journaliste. Si tu n'as pas la preuve, faites attention, sinon on va mettre ton confrère en prison. Hein. C'est ce qui nous est rapporté. Qui vous a rapporté? On n'est pas dans l'ère de l'intimidation. Non, on vous Président, on n'est intimide pas pas. à l'ère de l'intimidation. On a dit qu'on nous a L'opinion donné veut 2 savoir. milliards pour le fonds Covid, 1 milliard 800 millions pour certains. C'est Je l'occasion l'ai de dit diffuser. à qui veut. D'accord. Je l'ai dit plusieurs fois, seulement les gens sont de mauvaise foi. Non, Ok. je termine. La Oui, maison président. de la presse, s'il vous plaît, je l'ai dit, je vous regarde en face en regardant dans cette caméra. Oui. La maison de la presse n'a pas reçu un franc comme appui fonds Covid. Ok. Que la primature donne la preuve. Enchaîne rapidement. Oui, mais, Président, dans votre rapport, chaque année, 5 millions sont affectés à ce que vous avez appelé comme enveloppe cas sociaux. Pourtant, Président, on a vu des confrères mourir dans le dénuement. 5 millions chaque année. Moi, j'ai parcouru le rapport. 5 millions cas sociaux. C'est ça, c'est comme ça que vous l'avez Je peux intitulé. vous parler? Pourtant, Il n'a y a pas eu des posé la confrères. question. Makan Konaté, il y a paix à leur âme, qui sont décédés sans aucune assistance. Comment vous expliquez ça? Vous Pourtant, parlez de 500 millions ou 5 millions? 5 millions dans vos... Oh là votre là, rapport. c'est pitoyable. Cas sociaux. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Vous Les, n'avez pas eu de- les moyens haïssables. Personnellement, ce qu'on donne dans les sociales est plus supérieur à 5 millions an. La maison de la presse, là, je ne vais pas citer de nom, je vais les protéger. D'accord. Rien que l'opération d'un camarade, d'un confrère qui devait mourir, s'il n'était pas opéré au bout d'une semaine, nous a coûté 2 millions. Mais on n'a Bon, pas on opéré le un citera confrère pas. chaque année. Ok, président. Abdraman, s'il vous plaît, s'il vous allez-y. plaît. Parmi ces cas sociaux, Monsieur le Président, nous n'en avons, parlons pas. nous avons Comme compris. tu l'as dit, c'est des cas. Abdraman, C'est- posez la mais dernière. j'ai honte. D'accord. 5 millions pour combien de journalistes? Combien de radios? Mais justement, ils ne Combien de sentent pas journaux? cette assistance. Allez-y, Abdraman, s'il vous Les plaît. confrères ne sentent pas cette Je assistance. vous dis Bruno, que s'il vous plaît, on va laisser les Abdraman- présidents de la D'accord, maison c'est- de la presse votre sur fonds réponse est propres bien. Nous donnent avons- plus de 5 millions personnels D'accord. à
à l'assistanat. Allez-y, Ça, c'est Abdraman. votre générosité. Abdraman, allez-y, Non, s'il pas vous plaît. générosité, mais c'est très grave ça. Allez-y, Abdraman, s'il vous plaît. Oh là là. Allez-y. J'ai honte, Wallah. Allez-y. Non, ouais. Vous avez honte pour la presse alors? Honnêtement. Allez-y, Abdraman, s'il vous plaît. Bon, quand on vous entend parler, ici même ailleurs, on a l'impression qu'en réalité, la maison de la presse vit exclusivement de l'aide À la presse. à la presse, ce qui accroît, à mon sens, sa dépendance, et ceci explique peut-être certaines de ses prises de position. Ouais, mais c'est clair, par rapport à beaucoup, Ensuite, on regarde. par rapport à beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de pour arrêter cette dépendance-là, Pour rendre la maison de la presse plus autonome en termes. de l'aide à la presse. Oui. Abdraman, normalement, la maison de la presse doit fonctionner avec les cotisations de ses membres. C'est l'idéal. Normalement. Nous sommes arrivés à une période compliquée. Et je l'ai dit, Parlons des perspectives. Ce que vous êtes en train de ce faire. que nous sommes en train de faire, Voilà. c'est un monde paradisiaque que nous avons créé pour cette presse si elle mettait autant d'énergie dans cette affaire de faux problèmes d'aide à la presse, combat pour l'adoption de nos textes en souffrant sur la table du gouvernement. Monsieur Dante. L'argent, c'est le nerf de Monsieur, la s'il guerre. vous plaît, Bruno, s'il vous Je plaît. crois que si la presse arrivait à lire, voilà que les organisations professionnelles ne font pas de restitutions à la base. Voilà que nous avons fait des choses remarquables que le gouvernement reconnaît. Voilà que nous voulons créer un monde meilleur, permettant aux journalistes de ne pas considérer la pauvreté comme une fatalité, d'avoir accès à une protection sociale, D'accord. d'avoir accès à un digne salaire. Et je jure sur le Saint-Coran que les efforts qu'ils sont en train de faire pour chercher à savoir 5 millions, 20 millions, 200 millions, si tous ces bruits de ces 72 heures-là avaient été utilisés comme pression sur le gouvernement, vous serez heureux. Monsieur Dante, nous allons à présent nous retirer pour procéder à la délibération puisque nous sommes au terme des débats pour le compte de cette audience. Abdraman, nous sommes dans les secrets de la Oui, délibération. effectivement, je l'ai dit auparavant quand on ouvrait ce débat qu'en réalité il avait des préjugés favorables puisqu'il a accepté. C'est un courage d'accepter en tant que confrère de se prêter à des questions pendant que le monde de la presse est agité par ces questions-là que nous venons de soulever. Mais j'avais dit également qu'il ne sera pas jugé seulement sur ce point. Nous avons abordé, à ce que je sache ici, des questions de liberté de la presse par rapport à laquelle notre invité ne m'a pas du tout convaincu en prenant certaines positions. Il est là-bas pour la presse, c'est la presse qui l'a porté à la tête, mais on a l'impression qu'il choisit beaucoup plus ceux qui peuvent être vraiment des pourfendeurs, ceux qui peuvent être des limites aux libertés auxquelles nous aspirons. Il est plus de leur côté que du côté de la presse. En tout cas, c'est un constat et aujourd'hui, ça a toujours été un préjugé. Aujourd'hui, ça a été une confirmation. Il me l'a confirmé aujourd'hui en disant. Il ne m'a pas également convaincu par rapport à ce qu'il a pu argumenter ici dans la question qui oppose les deux tendances. Je précise que je ne suis pour aucune des tendances. Il a essayé de nous dire ici qu'en réalité, qu'il est étonné pourquoi la question de la presse refait surface à ce moment. C'est de la même façon que la tendance qui a été déposée, précisément et supposément déposée par une tendance adverse, s'interroge également pourquoi ces malheurs commencent tout juste au moment où on parle d'aide à la presse. Donc on peut retourner également la même question. Et par rapport à cette brûlante question aussi de l'aide à la presse, vous avez vu que les questions du ton ont été esquivées. Or, notre invité nous a vraiment promis ici de dire la vérité, de parler sans langue de bois, mais chaque fois qu'on pose des questions sur les montants, juste, il y a des faux-fuyants, il y a des subterfuges. Je pense que cela n'est pas de nature à lui faire bénéficier d'un acquittement. D'accord. Donc je vous vraiment conseille, Monsieur le Président, de ne pas ajourner quoi que ce soit et de mettre Bandjougou Dante en sursis. Allez-y, Bruno. Voilà. Je n'apprends pas à mon grand frère et mon confrère Bandjougou Dante que l'aide à la presse c'est l'argent public. Donc c'est normal qu'on cherche à voir clair. On a beau être friand de refondation, de relire les textes, mais les administrés au niveau de la presse veulent voir clair. Je me suis senti un peu ignoré. Intimidé aussi, hein? Oui, intimidé, oui, intimidé. Alors que nous sommes en famille, on ne devrait pas l'être. Il n'a pas parlé une seule fois des recettes. La maison de la presse fait des recettes aussi. On n'a pas eu de temps. Il y a eu les locations de salles. J'ai appris qu'il y a Studio Tamani qui aurait eu un contrat, je n'ai pas vérifié, la rénovation. L'État a
aurait financé, la MINUSMA aussi aurait financé. Il y a des sujets éludés. Oui. Bon, par rapport à la liberté, comme Draman l'a dit, je ne l'ai pas senti en grand frère, confrère, patron des journalistes. Il devrait défendre, c'est vrai, défendre. Et maintenant en cuisine interne, faire les remontrances, mais il ne l'a pas fait. Je vous laisse la souveraine appréciation de le condamner. C'est ça un peu comme ça que je termine. Donc, si je dois ajouter, Oui. c'est-à-dire, il a tendance à nous dire ici que d'avoir honte, qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'argent de l'aide à la presse qu'autre chose. Ce n'est pas une question Des cas sociaux, hein. d'intérêt pour l'argent, non. De 5 millions surtout. Non, non, le fait même qu'on fasse beaucoup plus même Oui. l'accent, qu'on mette beaucoup plus l'accent. Il n'y a pas une question de morale. Vous savez, nous sommes de la presse et nous avons pour 2 francs, pour 5 francs, pour 5 000 francs, pour 10 millions, pour 1 milliard, on a l'habitude de taper sur les gens. Okay. Si dans nos rangs même, il y a des montants comme ça qui sont équivoques, et c'est des choses qui méritent moralement même éthique à être levées. Voilà. Ces 2 réquisitoires ne me laissent que le choix de mettre l'affaire en délibéré et le prononcer du verdict ainsi renvoyé. Monsieur le Président, votre dernier mot. Ce que je voudrais dire, à partir de ce soir, nous ne parlerons de cette histoire d'aide à la presse que devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes. Une précision à donner, la MINUSMA n'a pas donné 1 franc pour rénover la maison de la presse. L'argent qui a servi à rénover la maison de la presse est un marché public qui a été attribué par le ministère des Domaines. On n'a pas vu la couleur de l'argent, on n'a pas choisi l'entreprise. La maison de la presse n'a pas reçu 1 franc comme fonds Covid. Et l'argent de l'aide à la presse. Studio Tamani, c'est des frais. Mais où est le problème? Une partie du bâtiment est donnée en location, ça ne fait qu'1 million par mois. Où est le problème? Monsieur le Président. Nos gestions sont... Oui. Attendez. Sauf que nous avons... S'il vous plaît, ce que je voudrais vous dire, il n'y a absolument aucun problème. Nous sommes dans l'obligation de rendre l'antenne. Si jamais l'État, nous on ne convoque pas la commission, l'État convoque la commission pour dire la périodicité. Ceux qui sont en train de parler, on peut parler mal en leur disant, vous demandez aide à la presse, de quelle année à quelle année ou de quelle période, quels sont les documents que vous allez fournir. Alors ils vont passer tout le temps à falsifier des papiers pour prendre de l'argent. Et des gens qui disent même que même s'il s'agit que ça fait le repas d'un dîner. Aujourd'hui, l'État n'a qu'à dire exactement le montant à partager. D'accord. Monsieur Dante, nous sommes malheureusement au terme de l'émission. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission, Les Grands Jurys, qui recevait comme invité le patron de la Maison de la Presse. Il s'agit de Monsieur Bandjougou Dante. Au revoir.